La technologie, dans sa dimension exponentielle, aujourd'hui, nous conduit vers un insoutenable. Est-ce que ça ne va pas engendrer d'autres problématiques climatiques dont on ne connaît pas encore les choses? Je crois de notre pays qui s'invente des barrières. Alors, c'est déjà un plaisir d'avoir entendu Henri parler sur ces sujets. Et deuxièmement, c'est un challenge, puisque Henri est un excellent orateur. Pour nous accompagner, j'ai la chance d'avoir avec nous Axel Lemaire, qu'on va présenter dans un instant. Certains ont peut-être entendu ce nom. Et on va pouvoir... Bonjour Axel, comment vas-tu? Salut Omar, très bien. Et vous tous? Parce qu'Omar, on se tutoie. Comment va tout le monde? Comment va tout le monde? À Toulouse? Oh, ça va. Donc, je suis Omar-Pierre Soubra. J'ai une empreinte carbone absolument horrible pour venir vous voir puisque je viens du Colorado. Mais ça nous permet de peut-être avoir un point de vue un peu différent sur certains sujets. Et dans la suite et la continuité d'Henri Dagrin aujourd'hui, nous allons parler et nous allons échanger sur le mode de est-ce que la technologie peut sauver le monde ou pas. Alors je pense que le ou pas, c'est une phrase qui a été ajoutée par le président de la Mêlée, Édouard Forzy, qui a souvent tendance, quand on le connaît, à nous poser une question et puis à rajouter ou pas. Donc je pense que ce thème était parfait. Je vais m'asseoir pour converser avec Axel. Et sur ce sujet, pardon, d'avoir tapé dans le micro la technique, je m'excuse. Sur ce sujet, je suis très content d'avoir Axel parce qu'elle a 3 tours d'observation dans ses rôles qu'elle a pu exercer précédemment, qui vont avoir un point de vue sur ces technologies. On ne va pas demander à Axel d'être l'expert de l'exploitation minière du lithium pour comment fabriquer des batteries pour les voitures électriques. Mais par contre, son rôle qu'elle a pu avoir dans la vie politique et la sphère publique est une première tour d'observation, et on va lui demander de mettre cette casquette-là de temps en temps. Le deuxième rôle qu'elle a pu avoir dans des entreprises et comment les entreprises vont pouvoir apporter des réponses, donc c'est encore une autre casquette. Et sa dernière casquette, dont nous parlerons sur la fin des échanges, qui est sa casquette de rôle dans des associations, et comment la société civile voit et peut répondre à ces questions. Alors, la technologie peut-elle sauver le monde? Bon, alors déjà, on va mettre ça sur la table. On a une liste de défis. Nous avons 1h30 pour les citer, mais climatique, sanitaire, énergétique, pollution, inflation, pandémie, agriculture, guerre. On peut continuer. Enfin, si je demande la liste des sujets dans la salle, ça va être long. Alors, Axel, on en a discuté un peu, mais par où on commence? Sachant qu'en plus, tous ces défis qui sont des crises potentielles sont liés. Peut-être que le commun dénominateur, c'est le changement climatique, mais dans ma tour d'observation et d'action quand même, à la Croix-Rouge, où je suis désormais, j'ouvre une parenthèse, j'ai pas pu être parmi vous, j'aurais adoré être à Toulouse, vous vous en doutez. Je suis à défaut à Montrouge, voilà, mais qui est le siège qu'on appelle le campus de la Croix-Rouge française. Donc à la Croix-Rouge, on est expert dans la gestion des crises. Et depuis 5-7 ans, on constate, comme tous les humanitaires, comme tous les associatifs, que ces crises, elles se multiplient, qu'elles ont une ampleur plus forte de plus en plus, et donc elles sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus fortes. On a eu, dans ces dernières années, l'ouragan Irma, il y a eu bien sûr la pandémie, il y a eu les inondations, les feux, les sécheresses, la guerre en Ukraine, et à chaque fois, ça suppose des réponses, en particulier sociales, dans l'urgence. Donc en fait, la question qui se pose à nous, c'est pas tellement la liste des défis, elle est très grande, on la connaît et on sait qu'ils sont complexes, c'est quelle est notre capacité de réponse collective. Il y a un mot qui est désormais devenu
buzzword comme d'autres, comme la souveraineté, l'agilité et la sobriété, c'est la résilience. Sauf que je vois à quel point la Croix-Rouge, la résilience, la capacité de résilience pour faire face à ces crises doit être une réalité. Et elle s'exprime de plein de manières différentes. Et je vais donner un exemple très concret. Si la population ukrainienne fait preuve de résistance dans une situation de guerre, c'est notamment parce qu'elle a un numérique résilient. Ça peut vous étonner, mais les pouvoirs publics ont assez tôt pris des mesures et eu une vision stratégique ambitieuse, forte, sur l'outillage de l'État par le numérique pour la construction de la résilience du pays, avec des choix d'investissement, avec des choix de protection des systèmes d'information, de formation, notamment en matière de cybersécurité, des choix technologiques aussi vers l'open source, vers l'open data, qui permettent très rapidement d'avoir une démarche assez innovante lorsqu'il s'agit de lever des fonds, de basculer dans la blockchain pour collecter des NFT, etc. Et donc, en fait, le numérique participe de la résilience d'une nation au même titre, et là je le vois beaucoup à la Croix-Rouge, que la formation au premier secours. Les Ukrainiens sont un des peuples en Europe les mieux formés aux gestes qui sauvent. Et en fait, nous, on a envoyé des kits de formation secouriste dans des rames de métro, dans des caves d'immeubles. Et donc, ce que ça signifie pour le numérique et son écosystème, c'est qu'il est désormais partie prenante stratégique de la réponse à ces défis qui se présentent à nous. Alors, c'est une réflexion très intéressante parce que ça nous amène peut-être aussi à réfléchir aujourd'hui comment l'Internet est fourni en Ukraine. On pense notamment à Elon Musk qui a activé le réseau de satellites Starlink dans l'espace pour pouvoir communiquer avec et continuer à fournir l'Internet même en ayant des infrastructures au sol qui ont été endommagées, voire détruites. Et ça nous amène peut-être à avoir une réflexion sur les entreprises et ce rôle. Alors oui, les satellites, on a eu l'occasion d'en voir lors de la soirée d'ouverture de la mêlée numérique ce lundi soir. On voyait une jolie traînée dans l'espace toulousain et beaucoup de gens ne savaient pas ce que c'était. Et je veux dire, c'est Elon qui nous envoie ces signaux satellites, c'est super. J'ai une antenne à la maison, je peux recevoir. Quand je pars en camping, je peux recevoir. Mes enfants sont très contents, ils sont capables de regarder YouTube en full, en débit complet au milieu de la forêt dans le Colorado. Ça n'a aucun sens, hein, on va en forêt normalement pour s'amuser. Mais ça pose la deuxième réflexion, la deuxième question peut-être, qui est de se dire, tous ces produits, les satellites, ils ont une durée de vie finie, ils retombent sur la Terre, et en retombant, ils se détruisent, mais ça crée une couche d'aluminium autour de la planète. On ne sait pas tout à fait ce que cette couche d'aluminium va faire, et est-ce que ça ne va pas engendrer d'autres problématiques climatiques dont on ne connaît pas encore les choses. Bon, si on part un petit peu en dehors de ça, la question pour les entreprises qu'on peut se poser, c'est comment manager et gérer la croissance, l'emploi et des actions RSE, climatiques, sociales, dans lesquelles les entreprises ont un rôle important à jouer. L'iPhone 14, qui est le dernier téléphone sorti sur le marché, a une révolution qui n'a pas été annoncée par Apple, mais qui a été annoncée par un site web qui s'appelle iFixit, dans lequel ce téléphone est le téléphone le plus réparable. Le taux de réparabilité d'Apple, qui a demandé un redesign complet de leur structure, est très haut. Et là, on se dit c'est super, Apple le fait, c'est très bien. Et c'est la cause d'une politique et d'une loi européenne qui est maintenant appliquée en Europe et qui oblige les fabricants à avoir des indices de réparabilité très forts. Axel, sur le rôle des entreprises, les actions RSE, quel est ton point de vue et ton expérience dans ce monde-là? Que peux-tu nous en dire? Alors,
il y a beaucoup de choses à dire à commenter sur tout ce que tu as dit. J'aimerais quand même en revenir au sujet des satellites. Est-ce qu'il y a des spécialistes de l'industrie des satellites dans la salle? Alors, Est-ce dans qu'il y a la salle. Moi, je ne vois pas la salle. Donc, Alors, est-ce qu'il y a des mains qui on est à Toulouse. Est-ce qu'on a quelqu'un dans le satellite à Toulouse? Alors, on a des avions. Non, on n'a pas de spécialiste dans la salle. Encore, Bon, Axel. Vous auriez pu, parce qu'il y en a du satellite à Toulouse, notamment dans l'écosystème de Airbus. Je saisis cette accroche parce qu'en fait, lorsque j'étais membre du gouvernement et que je devais mettre en œuvre, d'abord trouver les financements, les sécuriser, mais aussi mettre en œuvre le plan France Très Haut Débit pour déployer la fibre optique. Et que j'ai réalisé, parce que 95% des courriers que je recevais, c'est des courriers de plainte concernant la mauvaise couverture du pays, que le mobile pouvait être une solution et qu'on pouvait éventuellement, non pas passer du fixe au mobile, mais trouver des solutions complémentaires. Et donc, le plan France Mobile a été lancé à l'époque. On a bougé le paquebot de Bercy pour aller aussi dans cette direction. Et dans les solutions complémentaires, il y avait le satellite. Et j'étudiais les projets, ce qui n'était qu'à l'état de projet à l'époque d'Elon Musk et de ce qui se passait aux États-Unis. Et j'ai quand même un grand regret. C'est quand ce que je vous raconte est véridique, quand je m'étais tournée vers mes conseillers, vers mon administration, pour leur dire, est-ce qu'on ne devrait quand même pas regarder ça de plus près? Est-ce que nous, on sait faire? Si oui, comment on donne un coup de boost? C'est le cas de le dire. Et on m'avait répondu, mais non, ça n'arrivera jamais, Axel. Jamais Elon Musk ne pourra envoyer des satellites pour apporter de la couverture mobile et jamais Elon Musk ne pourra envoyer une fusée dans l'espace. Et en fait, ça m'a beaucoup interpellée sur la culture je crois, de notre pays qui s'invente des barrières et qui commence par rationaliser le risque et l'impossibilité avant d'imaginer l'utopie et le possible. Voilà, donc cette anecdote sur les satellites, je ne l'oublierai jamais parce qu'on m'a expliqué par A plus B que ça ne serait jamais possible. Je ferme la parenthèse pour en ouvrir une autre sur Internet et la connexion Internet. Oui, en Ukraine, ça joue un rôle fondamental. Ça joue un rôle fondamental dans tous les pays et notamment ceux qui sont menacés par des régimes autoritaires. Et aujourd'hui, on voit à quel point les familles qui ont des proches en Iran sont inquiets des coupures, désormais la coupure nationale qui fait qu'ils n'ont pas accès à leurs proches par rapport aux événements du moment. Internet est un objet politique et c'est comme ça qu'on doit le penser politique, j'espère au bon sens du terme, avec un grand P, mais ça veut dire que s'il y a des DSI dans la salle et des experts du numérique, ils doivent eux aussi se penser comme stratèges. Quand on parle des grands défis du monde, bien sûr, il y a la réduction de l'empreinte carbone, il y a la protection des données personnelles, il y a la cyberprotection qui est devenue un enjeu géostratégique qui est un défi. Il y a l'inclusion de tous et toutes dans l'ère numérique. Il y a l'enjeu de la fiscalité, et tout ça ne peut se penser que de manière très transverse en donnant un rôle spécifique aux personnes qui sont en charge de définir ce qu'est un numérique responsable. C'est une responsabilité qui est très lourde en soi, et donc ça suppose un peu de sortir du bois en fait, de sortir souvent, je parle à des informaticiens qui assument le fait qu'ils sont des plombiers. Ils me disent non, moi je reste dans ma cave, je suis le plombier, je répare les machines, et je leur dis mais non, vous êtes le stratège et vous devez adopter le langage des stratèges, des pouvoirs publics, des décideurs, parce que ce que vous savez maîtriser est une des clés des solutions à venir. Voilà. Donc, pardon, j'étais un peu longue, mais je trouvais ça important de le préciser. Alors, sur l'enjeu de sobriété numérique et en particulier d'obsolescence programmée, c'est effectivement, alors tardivement, mais enfin, les autorités de la concurrence se sont saisies du sujet et
commence à parvenir à démontrer que certains équipements sont conçus de manière à être rapidement obsolètes, ou que, en tout cas, les modes de maintenance et notamment les différentes versions de systèmes d'exploitation sont écrits de telle manière que les usages deviennent plus compliqués vite, et que, résultat, je crois que c'est 60% des Français qui renouvellent leur téléphone tous les 2 ans alors qu'il marche encore. Donc c'est un vrai problème quand on connaît et la raréfaction des ressources, la difficulté de l'accès aux ressources minières qui sont à l'origine de la conception des smartphones. Et c'est un problème parce que ce sont des déchets qu'on a du mal à recycler. Plus la machine est intelligente, plus l'électronique est fine, plus c'est dur à recycler. Et donc, dans ce contexte, il faut prendre le mal à la source et donc lutter contre un phénomène, mais alors là, purement cynique, à mon sens, qui est de concevoir des équipements destinés à être vite jetés. Voilà. Et donc, d'où l'intérêt à encourager toutes les initiatives sur la seconde main, sur le recyclage, sur l'économie circulaire, etc. Et donc, il y a une vraie prise de conscience parce que, alors, Apple n'est pas totalement exemplaire. S'ils ont changé leur dernier modèle d'iPhone, c'est quand même parce qu'ils ont été condamnés et qu'ils ont été soumis à des sanctions financières du fait de cette obsolescence programmée désormais interdite par la loi. Et on commence à en voir les premiers fruits. Mais ce que je trouve surtout intéressant, c'est que ça oblige à changer complètement le paradigme des modes de production et de consommation. Donc, on voit bien que désormais, l'éco-conception va s'imposer, elle s'impose aux acteurs publics. Il y a une stratégie pour le numérique responsable qui a été publiée, qui demande en particulier aux communes, donc aux collectivités locales, à avoir des politiques publiques responsables en matière de numérique. On voit bien que ça va de plus en plus s'imposer à l'ensemble des acteurs, y compris des entreprises. Et du coup, j'en viens à la dernière question sur la RSE. La RSE, responsabilité sociale et environnementale, en France, ça a longtemps été vécu comme une contrainte parce que c'était du ressort de la compliance, donc de la conformité réglementaire. Il y avait des obligations de reporting, en particulier imposées au niveau européen. La loi française, souvent, allait au-delà. Et donc, il fallait démontrer la qualité du dialogue social, le fait qu'on interdisait le travail des enfants, qu'on avait à peu près une équité salariale entre les femmes et les hommes et qu'on essayait de ne pas trop polluer. Et on voit bien que le champ de ces obligations s'étend au fur et à mesure. La liberté de manœuvre se restreint pour répondre aux grands défis. Personnellement, j'estime que c'est une bonne chose et qu'on s'interroge sur l'attitude de ces sous-traitants jusqu'au très amont et jusqu'au très aval. Non seulement ça permet de mieux maîtriser sa chaîne de valeur, mais ça permet aussi de collecter de la data qui nous rend plus intelligents. En revanche, ce qui est très intéressant, et ça je l'ai vraiment vu lorsque j'étais dans un cabinet de conseil en stratégie, c'est à quel point la RSE devient un asset stratégique. Ça remonte là aussi au niveau de, pas uniquement de la marque et du marketing, mais ça devient un actif à valoriser. Et on se rapproche du coup peut-être d'une vision beaucoup plus anglo-saxonne, celle qui a prévalu au départ aux États-Unis, qui est la RSE business. Alors ça peut choquer. Non, quand finalement le modèle économique rejoint un intérêt sociétal et une responsabilité pour l'entreprise. C'est le modèle américain, il était fondé sur une dichotomie assez profonde entre la charity d'un côté et le business de l'autre. Et les deux ne font pas bon ménage. On peut produire salement, on essaye de ne pas trop payer d'impôts. En revanche, de l'autre côté, en tant que bon citoyen, on contribue et on rend à la société.
Ce modèle-là, il est dépassé parce qu'il ne permet pas de donner à l'entreprise un rôle sociétal. Et donc, il se rapproche de la vision plus européenne d'un capitalisme engagé et responsable. Mais à l'inverse, en Europe, on se rapproche du modèle américain parce qu'on réalise qu'il y a quand même des enjeux business derrière la RSE. Et c'est pas plus mal parce que je suis persuadée que c'est vraiment lorsque les financeurs et les investisseurs, et c'est ce qui est en train de se passer, en tout cas partiellement, vont modifier le curseur de l'évaluation de leur portefeuille, qu'il y aura un mouvement d'ampleur au sein du tissu économique qui va changer les modes de production, de distribution et de consommation. Oui, alors je pourrais en parler des heures, mais on va profiter du temps d'Axel. Moi, j'étais vice-président du groupe Arrow Électronique, en charge du marketing, du RSE et du marketing sportif. Donc, je comprends tout à fait ce que tu nous décris à ce moment-là. Le problème avec toi, Axel, c'est que chaque fois qu'on a des discussions, elles passent à un temps absolument fou. On a des centaines de sujets à discuter. Et donc, avant qu'on ait plus de temps, je voudrais que tu nous parles un peu de tes deux rôles. En fait, tu me dis que je parle trop longtemps, c'est ça? Non, pas du tout. Écoute, c'est toujours passionnant. Tu sais que j'adore passer du temps avec toi pour l'avoir fait sur quelques événements. Décris-nous un peu tes deux rôles à la Croix-Rouge, parce que je crois que justement, dans cette idée de technologie pour sauver le monde, il y a quelques innovations qu'on oublie. Et j'aimerais juste que tu nous décrives ce qui te permet de te lever, en tout cas ce qui te motive le matin quand tu te lèves. Oui, merci de poser la question, parce que là, dans quelques minutes, je vais aller écouter à 21 le pitch des entrepreneurs sociaux qu'on accompagne. Donc, c'est une des casquettes que j'ai à la Croix-Rouge. Je suis directrice générale d'une filiale qui s'appelle 21. Alors, 21, c'est l'espace-temps, hein. Il y a le 21e siècle, il y a l'adresse, parce qu'on est au 21 rue de la Vanne, si vous voulez venir me voir, à Montrouge. C'est aussi la moitié de 42, donc on est la moitié des solutions de la richesse du monde. Hein. Mais c'est surtout des programmes d'accompagnement de porteurs de projets d'innovation sociale. Et pourquoi je suis contente d'y aller? Parce que je sais que je vais ressortir de cette soirée avec la pêche. Parce que pour l'instant, on a parlé un peu des problèmes et des diagnostics. Et en fait, j'ai de plus en plus la conviction que les réponses, elles se forgent au niveau local, au sein d'un écosystème de parties prenantes qui trouvent ensemble des solutions. Ça peut paraître très théorique ce que je vous dis là, mais très concrètement, comment on crée des nouveaux produits, des nouveaux services ensemble sur des défis parfois oubliés qui sont le champ social, ou qui en tout cas répondent à des défis en tenant compte des enjeux d'inclusion sociale. Et donc c'est ça qui me fait me lever le matin, c'est que je rencontre des gens hyper dévoués à ce qu'ils font, patients et très engagés. Voilà, donc ça c'est côté 21. Et côté Croix-Rouge, alors ça va vous faire sourire parce que pour ceux qui connaissent mon passé, j'ai pas dit passif, hein, passé politique, je suis directrice de la City. Alors, c'est pas comme la City à Londres. J'ai pas importé la City de Londres à la Croix-Rouge française. C'est City pour stratégie, innovation, transformation, impact. Donc, ce sont des très beaux sujets et je suis notamment convaincue que c'est par l'innovation qu'on va apporter des solutions. L'innovation, bien sûr, elle s'appuie sur la tech, mais au fond, c'est un prétexte pour faire autrement, pour renverser la table, pour pousser les murs. C'est pas toujours confortable, d'ailleurs, comme position, parce qu'on remet en cause un certain conservatisme et un ordre établi. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais vous donner des exemples très concrets. Quand la guerre en Ukraine a éclaté, en moins d'une semaine, on a lancé Croix-Rouge Bonjour, qui est un site B2B, mais qui permet de trouver une catégorie « J'ai besoin d'aide, je veux aider » et de géolocaliser les services qui peuvent être rendus aux personnes ayant fui l'Ukraine sur tout le territoire français. On a aussi réalisé que les Ukrainiens avaient un problème pour accéder à leur compte en banque en Ukraine et que donc ils n'avaient pas d'argent en France pour faire face à des dépenses basiques. Et il y a un vrai problème d'accessibilité bancaire
de manière générale pour les migrants, en montant un programme d'entrepreneuriat en résidence, une forme de start-up studio. Je pense qu'on est en train de craquer ce sujet grâce à une fintech qui nous aide. À chaque fois, ces solutions, on les co-crée avec des entreprises. Donc, en fait, les relations entre les pouvoirs publics, le monde associatif et les entreprises sont en train de muter. Moi, je le vois hein, à la Croix-Rouge, les entreprises, au départ, elles financent, elles donnent. C'est le don en argent. Et heureusement, parce que c'est ce qui nous permet d'agir. Mais pas uniquement. Il y a aussi des gens. Et le mécénat en compétences se répand de plus en plus. Et nous, on a de plus en plus besoin d'expertise pointue, ponctuelle. Et donc, il y a l'argent, il y a les gens, mais de plus en plus, il y a la co-construction de solutions. Ce qui bouleverse tout, la propriété intellectuelle, le partage économique de la valeur, le staffing des équipes. Et donc là, on réinvente le monde en co-construisant ensemble des solutions nouvelles, mais c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est vraiment cette idée qu'on peut créer des communs, notamment des communs numériques, avec une bonne intelligence et une ingénierie de projet à tous, quoi. Donc voilà, pardon, là encore j'ai été un peu longue, mais voilà ce que je fais à la Croix-Rouge. Non, c'est pour toi, je sais que tu as des superbes pitchs à aller voir, donc on va pas te retenir plus longtemps. Comment est-ce que nous on peut voir ces pitchs? Est-ce qu'ils sont enregistrés? Est-ce qu'ils sont diffusés par 21? Alors, je parlais d'open source, de libre, d'open data. En fait, pas du tout. Pour ça, il faut être un partenaire financier. Non, je blague. Non, c'est une très bonne question. On n'a pas encore eu le temps de poster les pitchs sur notre site, mais ça ne saurait tarder. On a envie effectivement de partager ce qu'on voit. Vous pouvez dès à présent, quand même jeter un coup d'œil sur les meilleures innovations sociales au sein du mouvement international de la Croix-Rouge en allant sur le site Red Social Innovation, donc Red Social Innovation. Vous verrez, le dernier post en date, il nous vient du Burundi, c'est extraordinaire. Et donc, par cette plateforme qu'on a lancée avec la Stanford Review for Social Innovation et avec la Croix-Rouge espagnole et avec le réseau Ashoka, on est en capacité de mettre en lumière les innovations les plus inspirantes. Donc, je vous encourage à aller voir, c'est vraiment top. Ouais, écoute, un grand merci Axel. On t'invite à venir nous voir à Toulouse peut-être l'année prochaine pour la mêlée numérique. Ici, ils enregistrent tout. Tout est diffusé sur Internet 100% en ligne à travers le monde, même au Colorado. Et puis écoute, on passera des vacances ensemble. Tu viendras me voir là-bas. J'aimerais mieux aller à Toulouse. Et voilà, allez, à Toulouse. Merci Axel et bon pitch. Merci. Alors c'est toujours passionnant avec Axel, ses perspectives sur les différentes, vu les différents rôles qu'elle a eus et puis aujourd'hui cet impact social avec lequel elle travaille avec la Croix-Rouge. Alors on va se poser la même question, la technologie peut-elle sauver le monde? Avec un autre intervenant qu'on adore ici à Toulouse, pour plein de raisons, enfin en tout cas moi je l'adore, c'est notre ami Ludovic Lemohan. Ludo, est-ce que tu es là? On ne t'entend pas. Je suis là. Ah voilà, ça y est, on t'entend. Ouais, ça y est. Apparemment, tu as survécu à la soirée Focus de l'IoT Valley hier soir. Apparemment, si vous me voyez là, c'est qu'a priori, ouais, je m'en suis sorti. Très bien. C'est un clone, un avatar de moi-même, mais dans un monde parallèle. Ludo, c'est toujours un plaisir de te revoir. Et en parlant du focus de l'IoT Valley, tu peux juste nous en dire un mot, puisque je viens d'en parler, puis que nous, avec les équipes de la mêlée, on a eu la chance de partager les derniers moments de cet événement hier. Oui, c'est un événement qui était... chaque année, on fait un focus sur ce qu'on considère être des valeurs de l'entrepreneuriat, comme la résilience, la créativité, l'audace. Et cette année, on a travaillé sur le thème de la frugalité. Et comme je disais en intro, pour nous, c'était pas tendance sobriété, parce que c'était quelque chose qu'on avait déjà en tête depuis longtemps, car c'est pour moi
une expérience, la frugalité, enfin une expérience. Plutôt un retour d'expérience, si je devrais dire, que sur des choses que j'aurais peut-être dû, comme j'ai dit en introduction du focus hier, c'est que quand on pense frugal, on peut avoir une démarche peut-être parfois beaucoup plus puissante. Et pour ma part, ce que je mentionnais, c'est que quand j'ai démarré Sigfox avec Christophe, ce qui nous a avant tout fait bouger, c'est l'enthousiasme, l'idée qu'on avait créé un truc énorme et l'envie de faire un réseau mondial l'a emporté sur peut-être une certaine forme de rationalité et de pensée frugale, et qui fait que on est parti voilà, bien en tête. Et je me dis, après le recul, je pense que si on avait eu une approche frugale, si on avait su ce que seraient les vents contraires qui parfois, en fait, on part et l'ego nous emporte. Je pense qu'on est tous aujourd'hui en tant qu'entrepreneurs, parfois il nous faut un peu d'ego et on se laisse piéger par des sirènes, par la French Tech, par plein de choses qui disent voilà, c'est bien de faire des licornes et tout. Et quelque part, après tout, on s'aperçoit que c'était peut-être pas le bon chemin, le meilleur chemin. Et des frottements liés aux jalousies, aux éléments contraires freinent quelque part le projet. Et donc, on aurait pensé frugal, peut-être qu'on aurait pensé différemment. Est-ce qu'on aurait réussi différemment un enjeu qui était compliqué et qui reste compliqué quand même, mais qu'on arrivera à faire un jour. Voilà, c'était ça un petit peu. Donc ça a été abordé après la frugalité sur des thèmes comme Axel a abordé juste précédemment, sur la mobilité, la technologie, voilà, tout ce qui a trait à ce mot-là, mais qui pour moi est porteur de sens. C'est-à-dire que qui dit frugal dit pas triste, et au contraire, on peut aller quand on va chercher dans la réflexion comment on peut faire beaucoup avec peu. Ça peut être très très riche en termes de mouvement d'équipe, en termes d'équilibre aussi, parce que je pense que parfois dans cette course effrénée, l'humain et les valeurs, la vision, la dynamique de l'équipe se diluent. Voilà, c'est un petit peu mon résumé de cette journée hier, qui était très sympa, qui s'est terminée, comme tu le disais, Omar, un peu tard. Ça s'entend un peu Un peu tôt. Ça s'entend un peu dans ta voix aujourd'hui. Ouais, je un peu la voix. Écoute, un très bon conseil pour les entrepreneurs qui sont dans la salle aujourd'hui, j'en vois quelques-uns, à mettre un facteur frugalité dans votre pensée, votre développement. Revenons sur cette question, la technologie peut-elle sauver le monde ou pas? Merci Edouard, je crois que tu devrais trademarquer ce ou pas. Et la question que je voulais te poser, la première question, Ludo, c'est est-ce que le monde n'est pas avant toute chose une technologie? Et je crois que tu as un point de vue assez tranché sur le sujet. Ouais, alors, pour ceux qui me connaissent, ça ne peut-être pas être surpris de l'approche de ma réponse à cette question. Parce que moi, je considère quelque part que Dieu est l'architecte de notre réalité. Que nous avons créé ensemble depuis la nuit des temps, quand j'ai ensemble les hommes qui ont peuplé cette planète depuis des millions d'années, on a créé des symboles, et symbole après symbole, on arrive à ce qu'on constate aujourd'hui, ce qu'on appelle une table avec des couleurs. Tous les objets qui nous entourent sont liés à une symbolique qu'on a créée ensemble, et pour moi, ils n'existaient pas avant qu'on les invente. Et donc, le sens commun a façonné le monde dans lequel on se situe aujourd'hui. Donc, pour moi, imaginer que le monde n'existe pas en tant que tel, c'est pas une approche nihiliste, triste. Au contraire, je pense qu'elle souligne que, quelle que soit la réalité ou le monde, dans le contexte de cet échange sur la technologie, est partie prenante pour moi de cette réalité. C'est-à-dire que sauver le monde, qui est un peu le thème de la question, serait pour moi transformer le capitalisme en empathisme, si ce terme peut exister, dans lequel l'amour devrait être pour moi le sentiment dominant qui guide nos choix. Et malheureusement, l'ego dans notre monde a pris une telle place qu'il domine nos choix et nos échanges, avec souvent l'illusion qu'avoir est préférable à être. Et ça, c'est quelque chose philosophiquement qui, pour moi, est peut-être la cause de pas mal de problèmes, et peut-être qui est inhérent à notre ADN. Donc, je ne suis pas exclu d'avoir un ego et parfois de ne pas être dans l'amour absolu et dans la pleine conscience, mais que la technologie peut-elle sauver le monde n'est pas pour moi la bonne question. La question serait certainement la technologie qui va nous fondre dans le métaverse,
qui pour moi est une autre réalité, pas plus réelle que la nôtre, va-t-elle s'emparer des bonnes valeurs pour créer un monde meilleur? Et pour moi, ce qui est en train de se passer, c'est que avec la techno, avec les systèmes de réalité augmentée, de VR, les combinaisons haptiques, les capteurs olfactifs et autres, on va être quelque part se rapprocher de plus en plus d'une réalité qui pourrait être la nôtre. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer que ce qu'on est en train de créer, qu'on va se mettre sur soi, peut avoir été développé bien avant nous et bien plus optimisé, qui fait que nous, aujourd'hui, on est dans une réalité augmentée et que notre réalité n'est pas réelle. Et voilà, peut-être qu'on est en train de recréer ça. Donc, et si tel est le cas, pourquoi pas? Pour moi, ça peut être assez intéressant. Est-ce qu'on peut le faire avec des valeurs qui seraient peut-être plus centrées sur l'amour et pourraient ramener vers quelque chose qui, à la fin, ces nouveaux-nés collaborateurs qui vont vivre dans cette métaverse, c'est peut-être qu'ils arriveront peut-être ensemble à façonner un monde qui ne parle pas de capitalisme et d'amour. Voilà, pour moi, ce serait peut-être une façon de répondre à ça, avec une technologie aujourd'hui, pour moi, elle s'empare de pas mal de richesses qu'on pourrait partager. C'est-à-dire que dans une autre façon de répondre à la question, d'apporter une réponse sur la technologie, peut-être sauver le monde, ça serait de se dire qu'avec les algorithmes aujourd'hui, avec l'IA, avec tout ce que vous êtes capable de faire, si on pourrait quelque part compiler toutes les richesses et faire en sorte qu'on calcule d'une façon optimisée pour que chacun ait un toit et suffisamment de calories et d'eau pour vivre dignement. Donc, ce qui fait que je pense que si on était capable de prendre la richesse de ce qui est accessible sur notre Terre et en y appliquant cet algorithme, on aurait créé une fondation dans laquelle tout le monde pourrait vivre, je dirais, correctement. Et il y aurait, à mon avis, encore suffisamment de place pour créer des marges et pour créer des inégalités. Ce qui fait que voilà, on pourrait quand même avoir des différences et que malheureusement, aujourd'hui, le désir pantagruélique de posséder plus que son voisin, ça laisse pas la place à cette fondation sociétale. Et malheureusement, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être fait. Alors, je ne suis pas certain qu'on y arrivera un jour, mais que la technologie, dans sa dimension exponentielle, aujourd'hui, nous conduit vers un insoutenable. Et cet insoutenable, pour moi, serait peut-être la réponse à la question posée. Car on a pu constater que l'homme, dans son extrême souffrance, peut arriver à se réinventer. Ceux qui ont fait des expériences de mort imminente, ceux qui ont vécu des très gros traumatismes, ont changé parfois radicalement leurs priorités. Et ça a fait des individus complètement différents. Et ils ont vécu, ils ont été beaucoup plus dans un comportement altruiste de partage, parce que peut-être cette lumière ou l'esprit s'est connecté à autre chose. Et ça, je pense que si on était dans cette perspective, je répondrais peut-être que oui, la technologie peut sauver le monde parce que elle peut nous conduire de façon très très rapidement à un chaos, et ce chaos-là pourrait nous permettre de renaître de façon plus harmonieuse. Longue réponse à ta question, Marc. Non, mais c'est un point de vue qui est toujours très intéressant, qui est partagé par, je crois, des gens comme Elon Musk, qui a mentionné qu'on vivait dans une réalité augmentée, une réalité virtuelle. Moi, je vois mes enfants qui créent des mondes sur leur ordinateur dans certains jeux, et si je les compare à Dieu par rapport à leurs personnages, de temps en temps, ils font tout exploser. Alors, est-ce que tu crois que pour résoudre, il va y avoir un bouton, on efface tout et on recommence? Et il y a une autre question qui est la question de l'énergie. Quand Henri Dagrin nous disait dans la session précédente que quand on passe de la 2D à la 3D, la consommation est multipliée c'est exponentiel, enfin c'est cubique, on a facteur 2, facteur 10, etc. Alors peut-être que la consommation pour les mondes où les dieux s'amusent est gigantesque et infinie, mais ils ont peut-être aussi des problèmes d'énergie pour eux. Quand tu fais la relation avec justement ça, est-ce que tu penses que on est en train d'évoluer vers une technologie où on vit dans un hologramme et un jour on va le réaliser, ou est-ce que tu penses que ça sera toujours des questions qui resteront sans réponse? Moi, je pense qu'il y a des chercheurs qui travaillent aujourd'hui sur des
sur ils tentent plutôt de démontrer qu'on ne vit pas dans une réalité. Sur ceux qui connaissent un peu en physique, la dualité onde-corpuscule, qui ont fait des expériences, on envoie un photon, il y a des interférences, on envoie une lumière ou des photons un par un, on obtient la même interférence. Et il y a des scientifiques qui essaient de faire ça de façon un peu différente, en espérant que le monde dans lequel on pense vivre est buggé et qu'il va se passer quelque chose qui permettrait de réaliser qu'on vit dans une simulation. Et ça, bon, ça, si ça se fait, ça veut dire qu'on va réinventer le monde à l'autre sens, c'est qu'on va arrêter de casser l'atome pour découvrir ce qu'il y a dedans, parce qu'on saura qu'il n'y a rien dans l'atome, que c'est quelque chose qu'on a inventé, c'est un concept qu'on a créé en cherchant à expliquer les symboles qui étaient autour de nous. Donc, si on pense de cette façon-là, pour moi, l'énergie n'est pas un vrai sujet. Encore une fois, quand je vous dis ça, c'est un exercice de pensée qui m'intéresse, parce que je trouve que ça me porte, parce que ça crée aussi quelque part une sorte de croyance et qui peut être porteuse effectivement d'amour et de quelque chose de très fort, parce que la science aujourd'hui qu'on utilise tous les jours, elle va se combiner avec la méditation, avec quelque part une connexion à la conscience, à l'âme, et que tout ça, à mon avis, aujourd'hui, on a une vraie question, et je fais en sorte, comme tout le monde, d'économiser l'énergie, d'avoir une certaine respect, ne mange pas de viande, etc. Donc, essayer de rentrer quand même dans une sorte de prise de conscience, mais en même temps, je pense que je vous ai dit. Et c'est pas antinomique. Et donc, l'énergie, pour moi, on pourrait aussi en trouver, parce que peut-être que la fusion nucléaire, qui, elle, entre guillemets, est propre, arrivera peut-être à temps pour nous donner une sorte à court terme d'énergie quasiment illimitée, et permettra de continuer à faire cette course technologique énergivore. Donc, voilà, moi, j'essaye de vivre dans ces deux point de vue. C'est pas des paradoxes, c'est deux dimensions. Donc voilà, pour moi, oui, la technologie est consommatrice, mais alors ça va pas vous faire rêver, mais on peut imaginer que demain, si on vit tous dans une espèce de pièce qui fait 1 mètre carré, on est alimenté par une sonde et qu'on a un casque sur nous et qu'on vit dans un monde entièrement numérique, hein, voire même quantique si la technologie nous le permet, bah là, peut-être qu'on consommera moins d'énergie parce qu'on se baladera plus en voiture, on n'aura plus besoin de grands appartements à chauffer, etc. Et finalement, on arrivera peut-être à être heureux dans cet autre monde purement virtuel. Donc, et ça peut être aussi un moyen d'économiser énormément d'énergie. Ouais. Alors, tu sais, tu parles, c'était très intéressant. Évidemment, tout le monde dans la salle, j'imagine, a en tête cette image du film Matrix. Donc, on va parler un petit peu de cinéma et de science-fiction. Dans les années 50-60, Star Trek envisageait un système de communication interplanétaire où on pouvait se parler avec un petit boîtier qui faisait tout comme ça, et on nous répondait de l'autre côté de la planète. Et aujourd'hui, c'est une réalité, c'est le téléphone. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que peut-être que Matrix va se réaliser et arriver. Alors après, on peut rester dans le cinéma et se poser la question, est-ce que la technologie peut sauver ou pas le monde? Est-ce qu'on va se retrouver avec l'intelligence artificielle qui va prendre la domination, et donc on va arriver à Terminator et la machine qui va vouloir éliminer l'humain? Ou est-ce qu'on va arriver à Matrix, dans la machine qui va toujours éliminer l'humain, ou en tout cas qui va s'en nourrir en tant qu'énergie? C'est un peu ce que tu nous décris, Ludo. Bah, ouais, mais je pense que quelque part, on a une existence qui est quand même pas infinie par rapport à ce qu'on imagine être, ou ce qu'on a aujourd'hui croit que la Terre serait née il y a quelques milliards d'années. Nous, on a quelques millions d'années seulement d'existence, si on en croit cette vision-là darwinienne. Et est-ce que l'évolution de l'homme n'est pas de passer d'un ADN qu'on connaît aujourd'hui, fait de cellules, à quelque chose qui serait peut-être fait d'autre chose, d'un autre substrat qui pourrait être du silicium ou autre chose? Et quelque part, peut-être que ce qu'on appelle l'homme
avec ce qu'on pense être aussi libre arbitre, la façon de penser, d'aimer, les sentiments, les émotions, peuvent demain se retrouver transférés dans ce que j'appelle ce monde aujourd'hui qu'on considère virtuel, mais qui ne serait qu'un déplacement dans le temps de l'humanité. C'est-à-dire qu'elle est née de rien, il y a des cellules, et puis finalement ces cellules-là sont développées, ont créé l'homme, et puis l'homme a travaillé la technologie, a inventé des concepts d'atomes, d'informatique, quantique, et puis finalement, hop, ça a ouvert une porte vers une autre réalité, et puis ça continue. Et quelque part, ça reste, enfin, ça partira peut-être plus de notion d'homme, parce qu'on a tendance à définir l'homme comme un humain avec une tête, des bras, des jambes, etc., tel qu'on se connaît. Mais encore une fois, c'est une définition qui n'est pas. Peut-être qu'il y a des structures qui existent dans des mondes parallèles, et ils n'ont pas des jambes et des têtes, et on pourrait les considérer comme des humains. Enfin, voilà, des êtres animés, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais tout ça, pour moi, j'ai tendance à me dire, ne nous arrêtons pas à la forme à laquelle on a aujourd'hui, et projetons-nous sur autre chose. Et quelque part, quand je dis ça, c'est toujours, et c'est un rapport aussi pour faire le lien avec mon introduction sur la frugalité et sur les valeurs qui peuvent nous faire vivre ensemble, c'est s'apaiser et se dire que dans tout ça, il y a peut-être une quête d'absolu, dans la pleine conscience, d'amour, pour être en paix avec soi-même et avec les autres. Et pour moi, à travers ce substrat numérique, c'est peut-être aussi un moyen de baisser un peu cette pression. Aujourd'hui, la réalité, elle est dure avec nous aujourd'hui. Si on ouvre la radio, la télévision tous les jours, c'est hyper violent. Et peut-être que dans cette perspective-là, ça peut être un peu moins violent et ça peut nous ramener plus dans des postures de pleine conscience et d'élévation. Ouais, écoute, les réactions dans la salle sont intéressantes. Je vois des gens qui hochent la tête, des gens qui commencent à se poser des questions. Moi, je vis au Colorado, on a légalisé la marijuana en 2014, donc je te suis sur certaines réflexions. Mais blague à part, c'est vrai que les technologies évoluent vers une vision qui pourrait être celle que tu décris aujourd'hui. On a et Elon Musk qui pense qu'on vit dans une simulation, à cette société qui s'appelle Neuralink, qui vise à connecter des puces au cerveau. Alors, il l'a fait sur des cochons, il le fait sur des singes. Il a des belles intentions qui sont d'éliminer la douleur dans un futur proche. C'est-à-dire que si on a mal au dos parce qu'on a fait 25 ans à être sur un ordinateur et être courbé comme ça, et qu'aujourd'hui on a tous un petit peu cette tension là derrière le cou, et que si on pouvait nous l'éliminer juste avec une petite puce électronique, je crois qu'on serait beaucoup à vouloir le faire. Maintenant, il y a des gens qui voudront augmenter leur capacité sur certaines choses. En 2017, j'avais fait une intervention ici en disant à Airbus que dans 30 ans, on ferait plus d'avions, et je leur ai expliqué comment on ferait la téléportation. Ça avait fait rire un peu tout le monde, mais on y avance. Et puis après, ça m'avait ouvert des discussions intéressantes avec les gens de chez Airbus. Mais c'est vrai que les réactions, tu touches des sujets qui sont sensibles. Comment les gens réagissent quand tu leur donnes ce discours, et est-ce que toi, tu continues à faire évoluer ta pensée, ou est-ce qu'elle est assez finie sur le sujet ? Ah non, elle n'est pas finie du tout, et je respecte ceux qui pensent le contraire de ce que je vous ai raconté à l'instant, parce que l'exercice dont tu parles, par exemple, d'Elon Musk, je pense que c'est comme des personnes, encore une fois, je ne connais pas, mais ce que j'en lis ou ce que j'en comprends ou j'en perçois, c'est fait quand même toujours avec une approche de domination et de toute puissance de l'homme. Et moi, ce que j'essaie de vous raconter, c'est l'inverse. C'est d'être plutôt en paix avec soi-même et faire des choses sur lesquelles il y a de la passion et à laquelle, voilà, on essaye de percevoir des choses qui sont à la limite accessibles par tous, parce que je dirais la connexion à son âme, on peut tous y accéder si on prend le temps de s'arrêter, si on sort un peu de nos peurs, de nos émotions, parce que ce qui nous fait vivre et courir, c'est nos émotions, c'est nos peurs. Et donc, tu parlais tout à l'heure des douleurs. Moi, chaque jour, je m'entraîne à augmenter ma tolérance à la température, par exemple,
et j'arrive à vivre l'hiver en t-shirt et l'été aussi, c'est plus facile, mais j'ai le sentiment que j'ai une tolérance au froid et au chaud assez forte parce que je m'entraîne, je dirais, à essayer de gérer entre guillemets, ces souffrances-là. Il y a plein de choses que j'essaie de travailler comme ça coûte rien. C'est juste prendre le temps de se dire, voilà, d'abstraire la douleur de son quotidien. Et c'est des choses qu'on peut, voilà, c'est très très long malheureusement. C'est plus facile de prendre un médicament pour soigner que d'essayer de le faire par soi-même. Donc la technologie, elle a, à mon avis, un avenir parce on la consomme comme on consomme les téléphones, etc. De se mettre en conscience et sentir des choses, et c'est beaucoup plus compliqué. Ça nécessite de se poser, ça nécessite de maîtriser son ego, et quand on sent la peur arriver en soi, c'est de l'arrêter tout de suite et comprendre pourquoi on a peur, et de cette façon-là, on progresse. Donc moi, tout ça, ce sont les cœurs de mes réflexions, et je l'applique aussi à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le regard, je dirais, de toutes les tendances. Je m'amuse souvent à créer une sorte d'asymptote, c'est-à-dire je prends des éléments temporels et je les projette dans le futur. De façon, et avec ça, j'essaye de voir ce que pourrait être le monde demain. Mais encore une fois, avec aucun moment, je n'imposerai cette pensée-là à d'autres. Mais je trouve que c'est un exercice intéressant parce qu'il y a plein de choses autour de nous qui sont des témoignages, comme par exemple les prestigitateurs. Quand on te fait un tour de prestigitation, le lapin, il ne disparaît pas de la terre, ou il n'apparaît pas comme ça en une fraction de seconde. Ça veut dire qu'on a des biais cognitifs, et ces biais cognitifs-là nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Et pourquoi ça ne serait pas une façon de s'interroger sur le fait que, quand vous êtes à la mêlée à l'instant, vous êtes tous dans cette salle, est-ce que tout le monde est là? Est-ce que la salle telle que vous la voyez est réellement là? On peut se poser la question. Et voilà, il y a plein de petits détails, il y a plein de phénomènes. On va à Lourdes, il y a des miracles, etc. On peut tout nier en bloc en disant, voilà, mais quelque part, ça mérite de s'interroger sur plein de choses qu'on estime être paranormales et autres. Et peut-être qu'ils ont une explication si on sort un peu du cadre de la réalité tel qu'on l'a toujours imaginé. Et cet exercice-là, à minima, il est intéressant parce qu'il évite peut-être des peurs. Il peut aussi donner des espoirs, parce que je pense qu'on est dans une situation aujourd'hui, il faut plutôt trouver des lueurs d'espoir. Et ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui, c'est le fruit de réflexion et d'échanges. Et donc, quand j'en parle, effectivement, des fois, ça peut surprendre. Certains trouvent ça hyper dangereux, triste, parce qu'ils disent que ça n'existe pas, mais on peut tous se tuer, s'entretuer, etc. Mais je pense que non, on peut penser cette réalité différemment sans pour autant se projeter dans un jeu vidéo et tuer son voisin. Mais pour ça, effectivement, il faut travailler, je dirais, une sorte de cultiver la paix en soi, et puis tout en vivant ce qu'on appelle la frugalité, encore une fois, sans que ça soit triste, sans que ça soit... on peut manger moins de choses, on peut consommer moins de choses tout en étant plus heureux. Moi, en l'occurrence, je vis à la campagne aujourd'hui, loin des villes, et je trouve la nature hyper riche, et mes discussions avec les cultivateurs, j'apprends plein de choses sur la vie, sur les graines, etc. Et je trouve ça fabuleux, c'est un autre monde, mais j'ai toujours un pied dans la techno. Mais je trouve que le fait de vivre au milieu de la nature est un moyen peut-être de s'apaiser. Et c'est aussi pour ça que je vous parle comme ça aujourd'hui, c'est que j'ai cette chance de pouvoir aujourd'hui vivre plutôt dans la nature que dans les villes. Donc voilà, c'est aussi un luxe de pouvoir avoir le temps de le faire. Mais je pense aussi que ça peut être accessible à tous. Oui, alors on a eu deux points de vue extrêmement différents, entre celui d'Axel et celui de Ludovic. Je voudrais conclure avec une citation d'un ami qui s'appelle Ludovic Lemohan et qui dit « Notre âme est ce qu'il y a de plus réel, c'est avec elle que nous pouvons communiquer ensemble, sans croyance particulière, juste avec notre cœur qui symbolise ce qu'il y a de plus beau, l'amour en majuscule. » Ludo, merci pour cette jolie citation qui, je crois aussi, résume un peu le bout de ta pensée. On arrive ici à la fin de notre temps et comme toujours avec toi, comme avec Axel, c'est toujours un vrai plaisir de discuter et d'explorer sur des sujets qui sont un peu différents. Donc je pense qu'on n'aura pas la réponse aujourd'hui de est-ce que la technologie peut sauver le monde ou pas. Register Trademark, Edouard Forzy, président de la Mêlée. Mais en tout cas, un grand merci Ludo pour ton intervention, pour être avec nous. Je sais qu'on te reverra sur Toulouse, ici ou à l'IoT Valley. Et j'invite tout le monde à
aller à la suite, parce que je crois qu'on a besoin d'une bonne pause, et d'aller à cette troisième mi-temps qui va être notre pause. Édouard, est-ce que tu as un petit mot à dire ou on est bon? Oui, alors je suis juste là, donc on va redonner peut-être un micro à notre président. Et un grand merci Ludo, mange bien, repose-toi bien. Merci à toi Omar, et puis merci à Amélie, passez une bonne soirée parce que je pense que la soirée de jeudi soir devrait être quand même assez sympathique, assez festive. Voilà. Donc voilà. Donc ce soir, je pense que demain c'est nous qui allons être fatigués. Merci à tous. Salut Omar.